nuit blanche. Et on démarre. Look, listen. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose itself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss it. Les habitués de Cash Out savent que j'adore cette chanson et que j'ai beaucoup de mal à l'arrêter, mais j'avais très envie de commencer ce format avec évidemment mon ami Sacha Doliner, que j'ai le plaisir de retrouver à ce micro. Salut Thomas. Sacha. Et surtout notre invité, dont j'ai appris tout à l'heure qu'il était un fidèle auditeur comme vous de Cash Out. Bonjour Régis, Michel. Tu vois, c'est l'émotion. Salut Thomas. Je commence déjà à bugger. Salut Régis. Salut. Tu es le dirigeant, alors d'Octogone, c'est le nom de la holding, mais c'est Octogone qui a été cédé au groupe AD Éducation en juin 2022. Et juste avant qu'on démarre, j'ai appris l'origine de ce nom qui m'a fait marrer et qui démarre bien avec le côté un peu fight qu'on peut avoir sur Eminem. La parole est à toi. C'est quoi ce nom ? Ce nom, alors, il a été proposé par un collaborateur au moment où on cherchait un nom en 2018 pour la holding que j'étais en train de créer, pour rassembler les différentes activités que j'avais créées. Et finalement, c'est assez marrant parce que ce nom, moi, je l'ai adoré dans son intonation, le son. Et finalement, j'ai appris que plus tard la signification de ce nom et la référence au combat qu'il y aurait dû avoir entre les rappeurs Karis et Booba. Voilà, c'est assez marrant. Pour reprendre le fil que tu connais de l'émission, pourquoi lancer avec Lose Yourself ? Cette chanson, elle est déjà ultra motivante. Elle donne envie d'avancer, elle donne envie de faire. Je l'écoute souvent d'ailleurs quand je fais du sport. J'ai souvent le choix entre Cash Out et ce type de musique. Et puis cette chanson, je la trouve super parce que ça raconte le parcours d'un artiste, Eminem, mais ça pourrait aussi raconter le parcours d'un entrepreneur. Finalement, c'est une sorte de chanson sur l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Tu as tous les ingrédients de l'entrepreneuriat là-dedans, au final. Entre la volonté de se dépasser, faire face aux critiques, supporter la pression. Donc, les ingrédients de l'entrepreneuriat sont vraiment à l'intérieur de cette chanson. Donc, et c'est une chanson que j'adore. C'est pas la première fois qu'on l'entend donc à ce micro. La dernière fois, c'est avec Reda Bereli qui était revenu sur ce One Opportunity, One Shot. Je sais pas si ça a été le cas dans cette session. Mais en tout cas, c'est aussi une philosophie plus générale. Je pense que c'est une philosophie plus générale d'être capable de rester attentif en effet aux opportunités et d'être capable de faire aussi évoluer ton activité en tant qu'entrepreneur. Quand tu crées une entreprise, moi j'ai commencé par une agence de marketing digital et au fur et à mesure finalement à la fois de mes envies, à la fois de comment le business évoluait, j'ai vu aussi d'autres opportunités qui m'ont motivé à faire d'autres choses. Je ne l'ai pas dit, tu le sais d'ailleurs, on reste rarement longtemps sur le sujet du chiffre, mais pour que
pour que les auditeurs, et on trouve ça intéressant, qu'ils se projettent sur un secteur donné, une activité, à combien ça peut être valorisé et cédé in fine. Donc tu as vendu la boîte pour 200 millions d'euros. C'est public, hein, je ne trahis pas de... L'info a fuité dès le lendemain du deal, donc il n'y a plus vraiment de confidentialité sur le sujet désormais, je crois. Comment ça fuite une info comme ça ? Il y a des journalistes dont c'est le métier de récupérer l'info. Et voilà, et comme il y a un certain nombre de personnes autour de la table. Tu sais d'où ça a fuité, toi ? Non, mais il y avait beaucoup de monde autour de la table. Et forcément, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui interviennent sur un deal. Tu as beaucoup de prestataires extérieurs au-delà des personnes qui sont autour de la table. Tu lances parfaitement l'ouverture vers cette rubrique, hein, le jour J, celui de la signature. Donc on va découvrir qui était autour de la table. Mais pour ça, on ne le fera pas sans Alicia Keys, Empire State of Mind. Sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee game. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. En vrai, je soupçonne Régis de s'être autorisé de maîtriser parfaitement la réconciliation entre devoir choisir entre le son qu'il aime ou écouter Cash Out, même si j'imagine que tu vas pas te réécouter 10 fois. Mais au moins, il fait plaisir à tous ceux qui sont en train de faire du sport. D'ailleurs, relève tes points là, s'il te plaît, toi qui nous écoutes. Ce choix, c'est parce que groupe américain, c'est une autre occurrence qu'on peut y trouver. Le choix de la chanson, je pense que c'est le sentiment que j'ai au moment, alors non pas d'ailleurs du signing et du closing, mais au moment où je reçois des lettres d'intention en fait. Et là, pour moi, c'est vraiment un moment assez extraordinaire parce que je m'y attendais pas vraiment. Et à ce moment-là, tu te sens en effet sur le toit du monde, tu te sens à New York. Beaucoup de fierté à ce moment-là, même si encore rien n'est fait, hein, puisqu'il n'y a pas eu de signing, il n'y a pas eu de closing, mais très heureux de ce qui pourrait se passer. Et il y a un vrai sentiment aussi pour moi, finalement, d'être arrivé ou presque arrivé au bout de quelque chose. Tu as presque le sentiment aussi de te dire, ça y est, j'y suis, ou dans pas longtemps j'y serai, je serai en finale finalement de la Ligue des Champions. Et c'est un moment particulier. Tu t'attendais pas vraiment à quoi ? En fait, je crois que je m'attendais à rien. Alors, pourquoi je dis ça ? Moi, j'ai lancé en fait 1 an auparavant un process que j'ai appelé d'ouverture de capital, avec l'intention d'ouvrir mon capital pour à la fois un petit peu me sécuriser financièrement et puis surtout pour ne plus être seul. J'avais envie finalement d'une deuxième étape ou une possible deuxième étape de l'entrepreneuriat. Et donc, j'étais tout à fait disposé à être racheté à 30%, à 51% ou à 100%. Et j'étais même aussi finalement dans un état d'esprit de se dire, s'il ne se passera rien, ça ne sera pas grave. Et notamment d'ailleurs à ce moment-là, l'entreprise était en hyper-croissance. Donc très intéressant d'ailleurs de gérer une entreprise qui est en hyper-croissance. Donc peut-être, à la différence d'autres entrepreneurs que j'ai entendus sur le podcast, moi je ne suis pas parti avec une volonté définitive de vendre. J'avais envie finalement de tester cette possibilité-là et aussi la possibilité finalement de ne pas le faire.
c'est plus facile quand on a le choix. Mais du coup, je reviens sur ce point. Solo founder, tu as parlé de solitude, qui a amorcé un moment des réflexions pour peut-être aller chercher à lever des fonds. On sort un peu du cadre. Hein. D'habitude, c'est moi qui embête Sacha ou les invités sur le fait que, mais non, là, on est censé parler du jour du signing. Je suis dans les starting blocks pour t'embêter. Ouais, je vois. je sentais ton œil frisé un peu, mais comment il va... Bref, mais sur cette notion de solitude, c'est-à-dire qu'au moment où tu reçois toutes ces lettres d'intention que tu as évoquées, c'est une joie, une projection que tu vis seul, tu arrives quand même à partager avec des proches. Est-ce que l'excitation, enfin moi je me rappelle quand on a eu les propositions de vente avec mes associés, tu le partages, c'est autre chose. Alors là tu peux te dire, je ne le dois qu'à moi, les gains ne seront que pour moi peut-être, mais... Non, pas du tout. Justement, je suis un petit peu... Je suis un peu gêné de ne pas pouvoir partager ça justement avec les membres de mon équipe, puisqu'à ce moment-là, finalement, l'info est encore confidentielle. J'en ai parlé à relativement peu de monde, puisque une petite poignée finalement de collaborateurs est un petit peu dans la confidence à ce moment-là. Et je partage ça principalement avec des amis et en famille. Alors tant pis, hein, on fait ce qu'on veut, hein, c'est notre moment, c'est notre format. Mais sinon, après, on n'y reviendra peut-être pas. Mais dans justement ces échanges que tu peux avoir avec les amis sur cette session, sur évidemment les montants dont on parle, certains nous ont dit avoir eu des pudeurs, des difficultés à avoir ces échanges-là, justement, en fait, de peur de briser une manière d'être, d'échanger, de partager avec leurs proches. Je ne sais pas si c'est des questions que tu t'es posées ou des choses que tu as pu vivre. C'est forcément des questions que tu te poses à ce moment-là, en fait. Le montant est tellement énorme à mes yeux. Tu ne sais pas trop comment te positionner. Tu ne sais pas trop comment te positionner, en effet, par rapport à ton entourage. Et finalement, ce sujet-là, il ne dure pas très longtemps. Il ne dure pas très longtemps parce que tu commences finalement à être assez à l'aise au fur et à mesure avec ce montant-là. Et puis, ce montant-là, c'est une telle fierté que ce n'est pas quelque chose que tu veux cacher, je dirais. C'est quelque chose dont moi je suis extrêmement fier, puisque finalement c'est l'aboutissement d'un parcours long, 20 ans, un parcours de solo-entrepreneur, et surtout un parcours autofinancé. Ouais. Donc moi je suis seul depuis l'aventure, je suis actionnaire à 100%. Donc c'est un moment où tu peux être un petit peu mal à l'aise, et puis ça disparaît assez rapidement. Et c'est plus le cas aujourd'hui, par exemple. Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'on fait à peu près n'importe quoi sur le format, mais je vais essayer d'y revenir. On peut revenir au jour J. Le jour J, c'est le jour où tu vends concrètement Octogone. Le jour où tu te réveilles d'abord pour partir à un closing. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment depuis vraiment le commencement? Alors ce jour-là, il ne se passe pas grand-chose. Je vais te décevoir. En plus, moi, je suis déçu. En plus, nous, on fait un signing-closing. Donc on fait un 2 en 1. Donc ça veut dire qu'au final, on se retrouve dans une grande salle de réunion avec... Plus grande qu'ici? Pas loin. Pas loin, à peu près la même taille, avec beaucoup de monde autour de la table, une quinzaine de personnes sans doute. Et comme c'est un signing-closing, il y a une partie très administrative, forcément des choses, parce qu'il faut signer, même si c'est du DocuSign quand même à ce moment-là. Et c'est un moment qui est assez long. On attend les fonds, qui pour certains mettent du temps à arriver. Donc je crois qu'on arrive à 9h et on ressortira de cette salle, il sera pas loin de 14h. Mais donc le matin, quand tu te réveilles, tu te réveilles en te disant le deal est fait. Ça y est, c'est plié. Pour moi, le signing et le closing, cette journée-là particulière, elle n'est pas si particulière que ça, puisque tout s'est passé un petit peu avant, à mes yeux.
Alors évidemment, le deal peut... Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Tant que c'est pas les signé, fonds c'est sont pas signé, ouais. ça c'est vrai. Et moi, j'étais d'ailleurs un petit peu superstitieux sur ce côté-là, mais c'était vraiment une sorte de superstition. Dans les faits, Tu savais. à la fois je savais, mais surtout j'étais rassuré, notamment par ma banque d'affaires, sur les statistiques, sur le fait que ça se signe pas et que ça se close pas. Donc j'étais très rassuré là-dessus. Je les connais pas, ces stats, tu t'en rappelles? Non, je les ai plus en tête, mais c'est minime. Ouais. c'est extrêmement rare quand les deals se font pas, en tout cas en dernière minute. Et la veille, pareil, mer calme, tout va bien. Ou comme c'est le cas dans beaucoup de deals, même si ça se rattrape après, t'es à 2 doigts de péter parce qu'il y a le petit sujet Voilà, d'IP, voilà. par exemple. Voilà, qui n'a pas été bien géré, qui n'a pas été bien vu, ou une question qui pop-up à la dernière seconde et qui fait que tout tremble, tout le monde tremble. Tout avait été bien vu et revu avant. Moi, j'ai beaucoup laissé faire d'ailleurs mes avocats et ma banque d'affaires sur le sujet. Donc j'étais un tout petit peu éloigné des choses. Je sais que certains entrepreneurs sont vraiment les mains dedans, au cœur, pour gérer les négociations, pour négocier pas uniquement les montants, mais aussi un certain nombre de clauses. Moi, j'ai l'impression que le deal était assez simple d'un point de vue des clauses. Il n'y a pas grand-chose finalement qui m'a embêté. Tout s'est plutôt bien déroulé. Et encore une fois, je pense que dans ma tête, ça s'est passé plusieurs semaines au préalable. C'est pas Pierre-Antoine Dussoulier qui nous disait la dernière fois, il n'y a que des deals simples finalement. Sinon, ça se fait pas. Ouais, c'est possible. Oui, des deals où effectivement les choses sont écrites par la confiance que tu as avec ton repreneur, la confiance qui s'est créée entre êtres humains. Mais donc toi, tu es très détendu à ce moment-là. Tu es très détendu, tu es détaché presque, c'est-à-dire que tu as délégué ça à tes banquiers, à tes avocats, alors que c'est quand même le deal de ta vie, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Alors, je suis détendu aussi, c'est que j'ai une autre proposition dans les mains d'un montant similaire. On en parle après. Ça aide. Ouais. C'est sûr que ça aide. Oui, mais il nous donne pas tous les éléments, donc on comprend mieux. Ça va signer, donc 14h, enfin, c'est sur les comptes, tout a été signé, on serre la main, j'imagine qu'on ouvre une bouteille ou 2 ou 3 de champagne selon le nombre de personnes. Vous serrez la main, au revoir. Ça se poursuit. Je vais te décevoir, c'est assez banal. Je suis déçu. Je sais, je suis désolé, mais c'est assez banal. En fait, comme on attend depuis 5 heures, personne n'a déjeuné encore. Soit une grosse partie des personnes qui sont présentes ont faim à ce moment-là, soit ont des rendez-vous à venir. Donc, on boit une coupe de champagne, vraiment vite fait d'ailleurs, histoire de célébrer les choses, et puis tout le monde se sépare et va vaquer à ses occupations. Et là, à nouveau, seul. Et à nouveau, non, je suis pas seul. Je suis pas seul à ce moment-là. Tu vas nous faire de la peine là. Ouais, mais j'ai dit que c'était un des rares podcasts business où il nous arrivait de verser une larme. Je la cherche. Non, je suis pas seul. Je suis avec mes 2 avocats et on va déjeuner à proximité du deal. Et après, en effet, ça redevient beaucoup plus banal. Seul. Non, je rigole. Je prends l'avion et je rentre chez moi. Et je pense d'ailleurs qu'entre-temps, je me remets finalement au day-to-day, je me remets sur mes mails, je me remets à gérer le quotidien, comme s'il ne s'était rien passé au final. Tu arrives chez toi, à un moment, le day-to-day, il y a une fin, on rentre chez soi. Il se passe quoi le soir en famille, rien? Je ne crois pas qu'il soit passé grand-chose ce jour-là. Je ne pense pas qu'on ait ouvert de bouteilles de champagne avec ma femme. Il s'est passé pas grand-chose ce jour-là. Encore une fois, c'est un moment super magnifique. Mais pour moi, c'est presque déjà derrière nous. J'ai déjà eu le temps en fait, de digérer ça, puisque les lettres d'intention que j'ai reçues, je les ai déjà reçues depuis un petit moment. Donc j'ai bien digéré quand même, non pas le deal, parce que rien n'est fait, mais la probabilité extrêmement forte du deal. La grosse émotion, donc c'est au moment des lettres d'intention, quoi. C'est ça.
C'est là où, pour toi, le deal, il est là, quoi. Le moment clé, le moment où il y a de l'émotion, c'est... C'est le moment où je reçois les lettres d'intention. C'est un vendredi soir. Je reçois une première lettre d'intention qui est sur un montant, à mes yeux, déjà extrêmement important. En Et dessous puis, de celui ici. J'en reçois une première Ouais. et j'en reçois une deuxième très rapidement après qui est d'un montant supérieur. Et donc, forcément, à ce moment-là, je suis dans des très bonnes dispositions. Petit flashback. I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, $500,000 for a show, and we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Comme je la connais pas, je sais pas si à un moment ça monte. Plus tard. Un peu après, on peut attendre. Hein. De toute façon, on est avec Drake, Started from the bottom, pour raconter les débuts de l'aventure, les débuts de la boîte. Et donc c'est le moment de raconter finalement ce qui t'a permis de faire grandir l'activité jusqu'à la revendre. Là, on revient presque au XXe siècle. Là. Ouais. Pas loin, 2002. J'ai connu cette période. Alors comment ça démarre c'est quoi les grosses activités, les sujets clés qui font que tu as pris le marché Alors, ça démarre très modestement dans un petit bureau de 10 mètres carrés à Sophie Antipolis. Et ça démarre par une agence de marketing digital. Et puis, au fur et à mesure, je commence à développer une activité parallèle qui est une activité d'organisme de formation dans le marketing digital, dont je suis moi-même le formateur à l'époque. Et puis ça se développe très bien, à part les débuts qui sont compliqués. Je crois que pendant 18 mois, c'était très difficile et j'aurais peut-être pu lâcher l'affaire au bout de 18 mois. Je crois que ça s'est joué à 2 ou 3 clients près. C'était à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. À 2 doigts de mettre la clé sous la porte. C'est bien de revenir là-dessus parce que ça raconte encore mieux la fierté de la fin. Oui, encore plus, tu as raison, puisque j'ai eu cette période assez difficile, à la fois à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, mais aussi une période difficile où, d'un point de vue financier, c'est pas facile. Et puis, c'est pas facile à vivre quand, finalement, tu n'as pas beaucoup de clients et que tu cherches des clients et que tu as du mal à en trouver et que parfois, tu n'en trouves pas. Notamment à ce moment-là, moi, je suis le commercial numéro 1 de l'entreprise, donc tu te remets aussi un petit peu en cause. Et en même temps formateur. Je suis formateur, je suis le commercial de l'entreprise, donc tu te remets un petit peu en cause, forcément, à ce moment-là. Et alors de la petite boîte marketing qui fait une petite activité de formation, ça va devenir un groupe d'éducation. Cette activité de marketing digital, elle fonctionne quand même plutôt bien, puisqu'au fur et à mesure, ça prend, ça se développe bien, et ça se développe même très bien. Je crois qu'on doit arriver à un moment donné jusqu'à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette activité-là. Et en combien de temps ? Je dirais en 8-10 ans, par exemple. Mais c'est une activité dans laquelle je prends moins de plaisir et je prends beaucoup plus de plaisir dans l'activité d'organisme de formation continue et je prends plus de plaisir finalement à être formateur qu'à être un prestataire de service qui est un métier que j'ai trouvé assez difficile finalement. Difficile parce que quand ça marche très bien, on te le dit rarement, ouais. Et quand ça marche pas, on te le dit aussi. Ça, on te le dit bien. Et on te le dit bien et un peu plus souvent. Alors que quand tu es formateur, tu vois vraiment un gap et la reconnaissance, c'est ça ? Tu vois la reconnaissance à la fin de la journée. Tu vois vraiment un avant-après, donc c'est aussi assez gratifiant, je trouve, comme activité. Donc je vais poursuivre cette activité, les doubles activités en parallèle. Et en 2016, je décide finalement de lancer une nouvelle activité
qui est de lancer une plateforme d'apprentissage en ligne pour les professionnels. Et cette activité, elle commence à très bien fonctionner. Et plus récemment, en 2018, je crée une dernière activité dans l'éducation en ligne, qui est une école de commerce qui se déroule par la voie de l'apprentissage. Et c'est cette dernière activité où on va connaître une hyper-croissance. Depuis le début, moi j'ai connu une croissance soutenue, en général 20-30% par an. Donc j'ai toujours vu de la croissance, mais là je connais finalement pour la première fois l'hyper-croissance. Ce qui va être clé, c'est le fait aussi, j'imagine, que c'est gratuit pour les élèves. Donc c'est une vraie porte d'entrée. C'est une vraie porte d'entrée pour les élèves. Avec, et j'ajoute, le fait que la formation soit diplômante et reconnue par l'État. Exactement. Pour les élèves, c'est vraiment une sorte de voie royale, même si elle n'a jamais été considérée jusqu'à présent comme une voie royale. Tu es capable d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Tu mets en application dans l'entreprise les connaissances que tu apprends en ligne. Tu es suivi par un coach qui va t'accompagner pendant tes études et ta scolarité est payée indirectement par l'entreprise. Donc c'est un super système finalement pour les étudiants et qui a permis d'ailleurs à beaucoup d'étudiants et notamment beaucoup d'étudiants des quartiers prioritaires d'accéder à l'éducation supérieure de manière un peu différente. Tout à l'heure, Odej, t'expliquais la stratégie que vous avez eue pour obtenir cette reconnaissance, validation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de l'État. Je veux bien que tu le partages, je trouve ça intéressant. Pour être capable de délivrer des certifications, des diplômes de niveau reconnu par l'État, c'est un process assez difficile en France et assez long. Donc nous, on a commencé par faire... Plus que pour obtenir un agrément bancaire, tu me disais. Beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Donc on a commencé à délivrer des diplômes au travers de partenaires jusqu'à être capable de délivrer nos propres certifications à un moment donné. Mais ça a été un chemin assez long pour y arriver. Je crois que ça a pris 3 ou 4 ans, par exemple. Mais sur le comment, parce que du coup, en fait, de ce que j'ai compris, pour obtenir cette reconnaissance, ils vont checker ce que font les élèves et combien ils sont rémunérés à l'issue de leur cursus chez toi ou chez un autre, 1 ou 2 ans après. Et là où ça a été malin, c'est que tu as commencé par embarquer et accompagner, former pas des seniors, des personnes qui étaient déjà en poste. Des professionnels, voilà, c'était de la formation continue au début. Avant de pouvoir du coup, avec cette reconnaissance, passer plus facilement en formation initiale. Ça a été en effet plus facile pour nous du fait de cette expertise et de cette activité de formation continue. Elle nous a rendu la vie en effet beaucoup plus simple pour être capable à la fois de faire des partenariats, ce qui n'était pas toujours aisé étonnamment, et pour être capable d'obtenir nos propres certifications à la fin. On va filer droit vers les premières LOI, négo, discussions. Toi, tu voulais... Ouais, déjà, qu'est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ou tu décides, et tu vas nous le dire, ou tu acceptes, tu es prêt à vendre ta société, notamment alors que, contrairement à un certain nombre de boîtes qui, au bout surtout d'une longue période comme ça, où on va dire les croissances assez importantes, parfois sont plutôt au début ou plutôt au milieu, et puis au bout d'un moment, la taille aidant ou n'aidant pas justement fait que la croissance est plus faible. Toi, ta croissance s'accélère, donc perspectives peuvent paraître illimitées, infinies. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te mets dans la position, tu te mets dans le mindset de vendre? En fait, l'hypercroissance est arrivée dans les semaines qui ont suivi la signature du mandat à la banque d'affaires. Donc c'était bon timing. Génial. Le timing était assez... Il devait être content. assez étonnant en effet. Et c'est vrai qu'en 1 an, la boîte a complètement changé de dimension et surtout de perspective. Tu leur as fait le meilleur cadeau possible.
Et ben justement, on file maintenant droit, je l'avais promis, vers les négos. Et pour aborder toute cette phase, je crois qu'on part avec Otis Redding. J'ai vérifié que je dis pas de bêtises. C'est bien avec Otis Redding qu'on part. The Dock of the Bay. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Même ça, tu chantes pas? I'm sitting on the dock of the Et c'était une bay, question de respect. wasting time. Look like nothing's gonna change. Ça t'y arrivera pas, Thomas. Everything still remains Tu crois? the same. Jamais. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, Faire les sifflets à la watching fin. the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay. Plutôt paisible en fait, on le comprend, hein, cette phase de négo. Donc avant de te dire que tu mandates une banque d'affaires comme on l'évoquait avant, il y a des premières pistes, des premières approches de partenaires, concurrents, voire de banques d'affaires qui disent ça peut nous intéresser pour un client. J'avais été approché dans le passé par des banques d'affaires et j'avais jamais donné suite, jamais vraiment prêté attention. Principalement parce qu'à l'époque, pour moi, c'était pas un sujet de vendre. Pour moi, j'allais continuer cette entreprise, j'allais continuer de la développer jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite. Donc je pensais evergreen à l'époque. Mais j'ai eu des banques d'affaires, en effet, qui m'ont approché. Et finalement, c'est assez étonnant la façon dont ça s'est fait, puisque j'ai été contacté par une banque d'affaires et je n'ai pas vraiment pris attention à son message. Et c'est une collaboratrice, finalement, à qui la banque d'affaires avait envoyé un mail, qui m'a relancé en me disant « Tiens, regarde, ça pourrait éventuellement t'intéresser ». Et ce jour-là, je pense que je devais être bien aligné dans ma tête, puisque j'accepte de discuter avec la banque d'affaires, mais sans avoir quoi que ce soit en tête à ce moment-là. Mais elle, oui. Mais elle, oui. Tu évoquais un certain nombre de LOI qui sont arrivés en même temps. Donc comment ça se passe avant ça? Vous listez, j'imagine, un certain nombre d'acteurs, repreneurs potentiels. C'est quoi les grandes activités que vous avez identifiées en France et à l'étranger? En fait, on a fait une liste assez resserrée d'acquéreurs possibles. Et on a identifié principalement des industriels de l'éducation, donc des groupes d'une certaine taille et des groupes brick and mortar avec pas ou peu d'activités online. Que tu connaissais, c'est-à-dire avec qui tu avais des contacts? Non, pas du tout, parce qu'on n'était pas en face à face de là, ces acteurs. Là, tu sors des statistiques. Mais personne t'avait approché directement. Là, tout à l'heure, tu expliquais effectivement que tu avais été approché par des banques d'affaires, mais est-ce que tu avais des acteurs industriels dans le secteur d'éducation qui tournaient autour parce que justement, ils comprenaient l'intérêt J'avais été approché 3 ou 4 ans auparavant par un des acteurs de référence dans l'éducation privée en Europe. J'avais fait un coffee meeting avec lui. Et puis, c'était pas aller plus loin puisqu'il venait en fait de racheter un concurrent direct. Et moi, je ne voyais pas vraiment les synergies d'aller me marier avec eux, sachant que ce concurrent direct était très proche de nous. Donc, pas de synergie, donc je n'ai pas donné suite. C'est une boîte française aussi? Une boîte française aussi. Tu vois que j'essaie de trouver que je vois. Ok, je vois. Mais tu me diras rien. Vas-y, tu veux deviner? J'ai une petite idée. Moi aussi. Ok. Là, on se regarde et c'est qui
Ok, bah, chacun se fera son idée derrière ses écouteurs. Euh, donc très vite, il va y avoir des échanges. T'évoquais des LOI arriver les unes après les autres. En tout, il y en aura deux. Il y en aura 2 et une éventuelle 3e qui pouvait arriver, mais qui n'est jamais arrivée puisque je crois qu'on a reçu les 2 LOI un vendredi soir et le lundi soir, j'avais donné mon accord sur une des 2 LOI. Ok. Et en l'occurrence, pas la mieux-disante. C'est ce que tu expliquais Alors, tout à l'heure. À la réception des offres, Ouais. c'était pas la mieux-disante et elle est devenue la mieux-disante le lendemain en fait. Parce que vous leur dites, on a ça à côté, vous vous positionnez comment? On leur dit qu'on a une autre proposition, mais je crois qu'on n'a Même pas eu à... non, on n'a pas beaucoup eu. Raconte. On n'a pas beaucoup eu besoin de leur dire puisque finalement ces 2 groupes se connaissaient assez bien et ils l'ont su, je dirais tout d'abord, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Mais en tout cas, on a été transparent, on leur a dit voilà l'offre qu'on a reçue. On leur a donné- Chacun des 2 acteurs sait qu'ils sont là. Chacun des acteurs sait qu'ils sont là et chacun des acteurs sait qu'il a fait une proposition et je crois qu'à un moment donné, ils savent plus ou moins les 2 quel type de proposition ils ont fait. J'aime bien. Parce que là, je vois que tu nous dis pas tout, mais c'est quoi? génial. C'est la banque d'AF, l'avocat qui Ah oui. joue de son côté en disant, de manière très transparente ou pas, mais voilà ce qu'on a en face. Que toi, tu le fasses pas, c'est une chose, mais Ça, c'est la banquière d'affaires qui fait ce travail de négociation. Mais ce travail de négociation, ce n'est pas une fausse négociation. C'est une vraie négociation. On a 2 offres dans les mains. Et c'est ce qui va nous permettre à la fois de négocier pour avoir une meilleure offre. Et une fois qu'on a eu cette meilleure offre, finalement, ça s'est arrêté là. Puisque moi, j'étais très satisfait avec l'offre. Et étonnamment, on n'a pas cherché finalement... à chaque fois remonter de... On n'a pas cherché en fait à essayer d'augmenter les enchères, principalement parce que En fait, tu avais ton chouchou au départ, et c'est juste que l'offre n'était pas à la hauteur de l'autre. pas seulement, je pense que je me voyais mal arriver dans finalement une sorte de négociation un peu rude, un peu avancée, alors même que je me sentais partie prenante de ce projet. Ces personnes-là, j'avais l'impression que j'allais très rapidement finalement être très proche d'eux. Donc le côté négociation trop avancé, négociation difficile, j'avais pas ça en tête en fait. Ça me convenait pas très bien. J'ai l'impression qu'on avait un bon deal, gagnant-gagnant. Et en effet, je sais qu'on m'a dit qu'on aurait pu essayer de faire peut-être plus. Ouais. J'étais content avec ça. Alors quand tu parles de plus, quand tu parles de meilleure offre, de mieux-disant, je pense que ça c'est important de comprendre ça pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu parles principalement de valo ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui étaient importants pour toi à ce moment-là, qui rentrent en ligne de compte, qui étaient plus importants, aussi importants que la valo? Ce qui était important pour moi, c'est de me marier avec l'acteur dans lequel il y avait le plus de sens en termes de synergie et surtout l'acteur industriel avec lequel je pensais que ça allait le mieux passer avec mes équipes, puisque j'avais déjà en tête les éventuelles difficultés en fait d'un mariage entre un acteur traditionnel et une scale-up avec une forte culture start-up et une forte culture de la vélocité. Et donc j'avais quand même beaucoup de crainte finalement de laisser mon entreprise et surtout mes collaborateurs dans les mains d'un groupe avec lequel potentiellement la sauce aurait pu ne pas monter. Mais ça c'est pas dans le LOI. Ça, tu le sais, on va dire avant, certainement, tu y as réfléchi. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Tu parles donc de fit, là, de fit de culture. Combien de fois, toi, tu as rencontré les gens qui finalement t'ont racheté, les dirigeants, les gens à qui tu allais te marier?
Combien de fois tu les connaissais pas avant? Il me semble bien d'après ce que tu disais avant. Voilà, très peu. Combien de fois tu les as rencontrés? Et est-ce que ce rapport humain direct que toi tu as eu avec les dirigeants, est-ce qu'il a aussi joué la proposition 1 versus la proposition 2 quoi? Le fit personnel a joué un petit peu. Donc moi j'avais, pour rappel, donc 2 offres de 2 acteurs industriels. Ces offres n'étaient pas très éloignées. Le fit personnel était important, mais au-delà du fit personnel, je pensais vraiment à l'époque sur le fit avec mes collaborateurs parce que j'anticipais déjà la suite. Et je sais qu'un rapprochement peut bien se passer, mal se passer. Et c'était quand même une crainte, encore une fois, pas pour moi à titre personnel, mais finalement de voir mon entreprise, mon bébé que j'avais créé en 2002, finalement, aller dans les mains du mauvais groupe. Et surtout, vraiment, encore une fois, je voulais éviter tout éventuel problème de greffe avec mes équipes. Alors, je reviens à la LOI, sur cette négo éclair qui a duré finalement 24 heures, enfin même pas. Voilà. Donc là, les éléments de différenciation, les critères de décision dont tu parles sont des critères auxquels tu avais déjà réfléchi avant. Sur la LOI, première LOI arrive, celle que tu as choisie au final était moins bien disante au début. Est-ce qu'elle était moins bien disante sur un sujet de valo, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont fait la diff aussi sur tes critères de décision? Voilà, une répartition entre du cash et du papier, des earn-out, la façon dont tu allais pouvoir dérouler ton plan, les synergies concrètes sur le papier, écrites, qui t'étaient données. Est-ce qu'il y avait des éléments factuels sur le papier qui... Oui, il y a quand même eu des éléments factuels sur le papier, puisque je me rappelle m'être retrouvé un lundi matin avec un tableur Excel, avec les 2 noms des acteurs industriels, pour m'aider à décider. Puisque le lundi matin, je n'ai pas encore décidé, même si, encore une fois, j'ai une offre qui est meilleure qu'une autre à ce moment-là, mais je n'ai pas encore décidé. Et qu'est-ce qui va me faire décider? Un peu de fit personnel, le fit avec mes équipes et celles... En tout cas, que tu projettes, voilà, bien sûr. Du groupe qui potentiellement va me racheter. Et puis un dernier point, ça a sans doute été les notions de earn-out ou pas earn-out. Dans la proposition que j'ai acceptée au final, il n'y avait quasiment pas de earn-out, ou même pas de earn-out du tout d'ailleurs, puisqu'il y avait un management package, mais le montant étant 100% en cash, 100% upfront. Et le pourcentage de l'autre offre, c'était quoi? Et l'autre offre avait, je dirais, environ 10% de earn-out à 2 ans, mais un earn-out basé sur les performances à venir, non pas de l'entreprise, mais du groupe. Ok. Groupe, du coup, l'autre proposition, j'essaie juste d'être sûr, groupe européen. Oui. Ok. On l'a compris, c'était relativement facile. Néanmoins, entre la LOI, le signing, il peut y avoir quand même toute une phase de négo. Il n'y en a pas eu du tout. Où il y a des sujets, peut-être aussi le earn-out, le management package ou autre, le fait de garder tel ou tel produit, tel ou tel techno, telle ou telle équipe, c'est rentré dans la... C'est un deal très simple, je crois. C'est un deal très simple, et également ce deal, il est simple parce que je ne l'ai pas fait moi-même directement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi... Sur ces sujets-là, je laisse beaucoup de place à mes 2 avocats et je laisse beaucoup de place à la banque d'affaires pour négocier au mieux. Donc la banque d'affaires, évidemment, a négocié, mais finalement, moi, j'en ai pas vu les détails. J'en ai vu le résultat, mais pas beaucoup de détails. Et je sais qu'il y a eu quelques points juridiques très particuliers, mais qui étaient des détails, mais sur lesquels, en effet... Mes avocats se sont un petit peu accrochés avec... De quoi on parle? Des éléments de tournure juridique, tu vois. Donc c'était extrêmement... Mais qui peuvent avoir quelle implication, pardon? Qui peuvent avoir des implications sur la sécurisation du deal. Voilà. Donc
vraiment à ce moment-là des éléments de détail, alors qui sont extrêmement importants pour des avocats parce que c'est pas des détails, mais pour l'entrepreneur que je suis, c'est pas quelque chose d'important et je me dis pas que c'est pas quelque chose dans lequel on va arriver à trouver une fin positive pour les deux parties. Donc en fait, c'est la première boîte que tu vends. Oui. Et en fait, tu fais ça avec vachement de recul, en fait, avec vachement de maturité même. De confiance, tu vois, et parce je que prends les les entrepreneurs, c'est la première boîte qu'ils vendent. Ils peuvent être crispés, ils peuvent être stressés, ils peuvent Ils être. veulent tout suivre. Voilà. Alors ça s'explique sans doute par le fait que s'il n'y a pas de vente, c'est pas la fin du monde pour moi. Donc évidemment, j'ai envie que le deal se fasse, c'est évident, mais j'ai déjà gardé en tête le fait que c'était une option possible que le deal ne se fasse pas. Et quand d'ailleurs moi j'en parle à mes collaborateurs, j'en parle à une petite poignée de collaborateurs, je leur explique clairement les options qui existent et je leur donne d'ailleurs même les pourcentages en leur disant on peut être racheté à 30%, il y a 20% de chance, on peut être racheté à 51%, il y a X%, et on peut ne rien faire, il y a 25% de chance pour qu'on ne fasse rien. À cette époque-là, si je calcule bien, vous faisiez 10 millions d'EBITDA à peu près par an. C'est beaucoup comme multiple, 20 fois l'EBITDA sur ces activités, je ne me rends pas compte. C'est un multiple important c'est pas mal, pour hein. Le secteur de l'éducation. Ouais. Oui, c'est un très beau multiple. Que t'expliques Que j'explique par les synergies entre un groupe industriel et une scale-up EdTech. Et je l'explique aussi par la période. Il y a 2 ans, les valorisations n'étaient pas celles d'aujourd'hui, bien évidemment. Ouais, entre 2 acteurs industriels, moi, tu connais ma philosophie là-dessus. Je ne crois pas beaucoup aux multiples. Je crois à l'envie. Et quand l'envie est très très forte, parce qu'on considère que le bénéfice est très fort, c'est stratégique pour le groupe qui rachète de racheter. En fait, c'est plus une histoire de multiples, c'est une histoire de motivation et c'est une histoire de synergie que tu crées, de valeur que tu crées derrière. Et donc, ouais, parce que si tu crées pas plus de valeur, c'est 20 ans pour rembourser ton achat. Donc après, il faut préciser aussi, et c'est ce qui explique peut-être aussi le multiple à l'époque, c'est que l'entreprise est à ce moment-là en hypercroissance, avec des perspectives qui sont extrêmement importantes. L'entreprise est vraiment en train de changer de dimension à ce moment-là. D'ailleurs, entre le début des discussions au mois de février et la signature fin juin, c'est presque une autre entreprise. Mais ça rentre dans les négos quand même, bien sûr. Ça rentre forcément dans les négos. Tu repars pas au moment où on a commencé la LOI, on est... Voilà. Non, ça rentre évidemment dans les négos. Et donc, chaque mois, finalement, est supérieur à ce qu'on avait pu mettre dans un business plan. Donc, forcément... tu crées, sur ta dernière année, tu fais quoi comme croissance en pourcentage ? On doit pas être loin d'un 100%, un 80%. Ouais, effectivement. Ouais. Alors là où certains habillent la mariée, toi tu... Mais là j'imagine que les acquéreurs, ils étaient pressés de terminer le deal, quoi. Ils avaient envie que ça aille vite. Tout le monde avait envie que ça aille vite. Ouais. Le deal d'ailleurs s'est fait très rapidement. Hein. C'est un deal qui s'est fait en quelques mois seulement, en 2 ou 3 mois. Oui, quand tu dis quelques, certains imaginent 9, 10, là c'est 2 mois. Non, le deal a été extrêmement rapide. Au final, entre le jour où je signe le mandat auprès de la banque d'affaires et la signature du deal, il se sera passé 1 an, mais il y a presque eu un semestre complet de notre côté d'analyse, bien sûr, de préparation de due diligence, de business plan, d'info-mémo. Donc c'est plutôt nous en fait qui avons ralenti un éventuel deal parce qu'on n'était pas complètement prêt à ce moment-là. De tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, que tu appréhenderais différemment, que tu testerais ? Je ferais plein de choses différentes aujourd'hui. Non pas que j'ai des regrets sur ce que j'ai fait,
mais je ferai appel d'ailleurs à du financement extérieur beaucoup plus tôt. Je pense que j'aurais pu aller plus vite et peut-être plus haut avec du financement extérieur, avec des business angels, des fonds d'investissement. Et également, je pense que j'aurais aussi plus rapidement... J'aurais peut-être pas été seul jusqu'au bout. Puisque le fait d'être un solo entrepreneur, à la fois un parcours génial parce que tu es aux commandes de ton business. Tu plantes, c'est ta faute. Tu réussis, c'est aussi grâce à toi. Voilà, donc ça, c'est génial. C'est génial. Et d'un autre côté, on ne peut pas ignorer le fait que ça crée quand même de la charge mentale. Et là, ça va mieux. Et là, ça va beaucoup mieux, même si moi, j'ai toujours été quelqu'un qui supportait, je trouve, plutôt bien la pression. Et d'ailleurs, je vais te dire, la pression faisait partie du métier. Et c'est pour ça que je suis aussi assez fier, finalement, du parcours, parce qu'il a été assez difficile. Et quand c'est difficile, je pense que tu es d'autant plus fier d'une issue positive que si ça avait été facile. Si ça avait été facile, la saveur ne serait pas la même, clairement. Sur toute cette phase du deal, est-ce qu'il y a un apprentissage que tu souhaites transmettre? Tu as l'habitude de cash out, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu n'as jamais entendu à ce micro et qui mérite d'être dit, quelque chose que tu as déjà entendu et qui mérite d'être redit. Je ne sais pas si ça a été dit, mais il faut être bien accompagné. C'est-à-dire, tu dois avoir des avocats qui maîtrisent ce type d'opération. Tu dois avoir une banque d'affaires qui maîtrise ce type d'opération. Moi, j'avais deux super banquiers d'affaires, une banquière d'affaires et un banquier d'affaires qui étaient vraiment super, qui connaissaient très bien l'éducation. Il faut être bien accompagné, ça c'est sûr, je pense. C'est un élément clé. Et cette idée, aussi de la question du earn-out, qu'il faut avoir en tête, en tout cas au moment où... Il faut avoir tout ça en tête. Et encore une fois, je pense que tu as besoin d'avoir une banque d'affaires qui connaît très très bien le secteur d'activité. Donc, moi, j'avais justement fait le choix d'une banque d'affaires qui connaissait bien le secteur de l'éducation pour gagner du temps, pour aller plus vite et pour négocier aussi plus facilement. J'ai trouvé que les négociations, encore une fois, elles n'ont pas abîmé de relation entre l'acheteur et moi. Et pour moi, c'était encore une fois extrêmement important. Je te disais un peu plus tôt, je ne voulais pas surnégocier parce que je ne voulais pas abîmer la relation que j'allais avoir avec ce qui était à mes yeux pas uniquement un repreneur, mais un futur partenaire en fait. Pour 6 mois. Pour 6 mois. Je le rappelle. Est-ce que quand tu te fais accompagner par une banque d'affaires qui connaît très bien le secteur, qui fait beaucoup de deals dans le secteur, est-ce que tu peux pas le percevoir éventuellement comme un risque aussi d'avoir des gens qui ont l'habitude de travailler avec potentiellement des gens qui vont être potentiellement tes acquéreurs, être tes concurrents? Est-ce que c'est pas un risque de conflit aussi? Si, c'est un vrai sujet. Genre, toi, tu l'as vu, tu l'as perçu et tu l'as analysé ce risque au départ. Tu vois forcément que la banque d'affaires qui est un spécialiste, elle connaît très bien les différents acteurs, elle les connaît comme acheteurs, et donc comme client. Comme client, et donc forcément, il y a des choses qu'elle peut sans doute ne pas oser se permettre, ne pas oser faire. Donc c'est un vrai sujet, en effet. Et de l'autre côté, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps parce que les acteurs sont déjà identifiés, sont déjà connus. Et l'autre inconvénient, potentiellement, c'est que cette banque d'affaires spécialiste qui connaît très bien le secteur, peut-être qu'elle ne va pas penser out of the box à un moment donné. Elle pense à des acquéreurs qui sont, je dirais, évidents, déjà identifiés, alors que tu peux tout à fait imaginer d'autres types d'acquéreurs qui ne sont pas du tout les acquéreurs, encore une fois, dits traditionnels. C'est un sujet qu'on développe pas souvent, mais le choix de la banque d'affaires, d'abord, tu en as vu plusieurs. Alors, les années auparavant, j'ai échangé très brièvement avec plusieurs banques d'affaires.
Et là, j'ai discuté avec ces banques d'affaires, encore une fois, parce que les planètes se sont alignées. Je pense que si cette collaboratrice m'avait pas transféré le message de la banque d'affaires en me disant À ce moment-là, tu devrais ouais. regarder, et à ce moment-là en particulier, si elle m'avait envoyé ça une semaine avant, 2 mois après, peut-être que les choses auraient été complètement différentes, puisqu'encore une fois, moi, la notion de vendre dans ma tête, ce n'est pas du tout un sujet à ce moment-là. Ça devient en fait un sujet au travers de la banque d'affaires, finalement, qui va, d'une certaine manière, me convaincre ou m'auto-convaincre que c'était sans doute une très belle issue pour moi. Parce que là, tu choisis pas la personne avec qui tu te maries, tu choisis, je sais pas, ton témoin, quelqu'un d'important dans ce mariage. C'est quoi les grands critères? Il y a celui que tu as donné, effectivement, tu as choisi parce que c'était des gens qui étaient experts du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres critères importants qui ont amené ton choix? Là aussi, le fit personnel, à mon avis. Ouais. Tu as besoin, et c'est la même chose avec l'acquéreur, tu as besoin de te sentir en confiance. Donc ça, c'est aussi pour moi un élément clé qui est difficile d'ailleurs à définir parce que le fit personnel, Ouais. c'est personnel. Bien sûr. On l'a dit, ça ne va durer que 6 mois. Malgré tout, je propose qu'on parle de cette période. C'est toujours intéressant, ce moment où tu es loqué. D'ailleurs, tu l'étais même pas complètement. C'est des moments parfois plein d'émotions aussi. Et même si ça n'a duré que 6 mois, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu une émotion pendant ces 6 mois. Pour aborder ce moment, on part plus fort avec Kanye West. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Right now, Bon, ça y est, là, t'as touché le doigt du monde. À New York ou ailleurs, en tout cas, c'est là-haut, tu te sens fort. On est le lendemain du deal. T'es du coup plus chez toi. Alors, je suis plus chez moi, mais je le sais pas encore dans ma tête. Moi, le lendemain du deal, je suis surmotivé comme jamais. Comme jamais, je suis tellement content d'avoir fait le deal, pas d'un point de vue uniquement financier. Ça, c'est presque derrière moi. C'est une superbe victoire, mais c'est derrière moi. Moi, je pense à la suite et je suis tellement impatient finalement de mettre en œuvre le projet, c'est-à-dire de créer un leader européen de l'éducation et de l'éducation en ligne, que j'ai envie d'y aller tout de suite. Donc le lendemain, je suis déjà au bureau en train de préparer un plan de recrutement et je suis à fond. Je fais une parenthèse, mais c'est quand même dingue à quel point les entrepreneurs, en général, ne savent pas se poser pour se dire « yes, c'est bon, on fête ». Il y a toujours cette idée « ok, cranté » et l'objectif d'après. C'est des longues discussions qu'on a eues récemment, notamment avec Nima Karimi de Silver, qui ne sait jamais s'arrêter. Et à un moment, c'est un tempérament. C'est un tempérament, quelque chose est fait, tu as envie de passer à la suite. Forcément, et encore une fois, ici, moi, le projet était tellement intéressant que j'avais hâte de continuer la suite parce qu'encore une fois, dans le deal, évidemment, le montant du deal était un élément fort, mais moi, finalement, j'achetais un projet européen dans lequel j'allais avoir une place et dans lequel, finalement, j'allais pouvoir aussi ouvrir un nouveau chapitre pour moi, c'est-à-dire développer un projet européen et puis ne plus être seul finalement et travailler avec une équipe, notamment l'équipe de direction générale du groupe, mais aussi avec le fonds d'investissement. J'allais dire on va faire court, mais en fait, du coup, tu aurais pu rester beaucoup plus longtemps que 6 mois.
Donc là, on va peut-être rentrer dans le pourquoi 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? En effet, c'est Et donc, intéressant. ça va peut-être prendre un peu plus de temps que. Ça va que prendre, Jean. ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais finalement, au début, j'arrive et beaucoup d'impatience. C'est Stronger de Kanye West. Et puis ça dure environ 2 mois et demi. 2 mois et demi dans lequel je reste 100% aux commandes. Rien n'a changé pour moi. Donc je continue ma fonction de directeur général, même si officiellement je ne le suis plus. Je prends en charge la digitalisation du groupe. Donc sujet passionnant. Donc je suis complètement libre de faire ça pendant 2 mois et demi. Et puis après, finalement, c'est plus Stronger, mais ça devient un peu, d'une certaine manière, le chanteur malheureux de Claude François, puisque là, je vais découvrir, je ne suis plus chez moi. C'est quoi découvrir? Découvrir, ça veut dire que tu te rends compte que tu fais des propositions et que ces propositions, elles ne sont pas validées telles que tu aurais aimé qu'elles soient validées. Ou pas en un claquement de doigts. Pas de manière aussi véloce Ouais. que j'avais l'habitude de faire, à savoir très rapidement. Tu te rends compte quand même à ce moment-là d'un petit choc de culture qui était un peu, je dirais, écrit par avance, mais auquel je ne croyais pas trop, moi. Je pensais que j'allais pouvoir faire différemment, mais ce mini-choc culturel entre un groupe d'éducation privée, brick and mortar, et une scale-up EdTech, il existe quand même. Les équipes sont quand même pas tout à fait acculturées de la même manière. Et puis, je me sens pas super désiré, étonnamment. Et même si, encore une fois... Tu représentes quoi à ce moment-là dans le groupe? Pas toi personnellement, la boîte. La boîte, elle représente pas quelque chose d'extrêmement important, mais elle pourrait assez rapidement, à 3-4 ans, être une locomotive du groupe. Ok. Donc il y a quand même un enjeu fort sur cette acquisition. Cette acquisition, c'est quand même une acquisition importante pour le groupe qui avait déjà fait des acquisitions dans le passé, mais des acquisitions Pas à ce niveau-là, quoi. Ouais. qui n'avaient pas ce niveau-là, bien sûr. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas que ta vision future des prochaines années était ultra sincère et que la leur, sans être non sincère, mais était peut-être un petit peu marketée? Je pense qu'elle était sincère. Elle était forcément un petit peu marketée parce que je pense qu'il y a une grosse phase de séduction quand tu sais que sur un dossier, tu ne vas pas être le seul. Il y avait plusieurs personnes sur ce dossier-là qui étaient, j'ai oublié de le dire, un très beau dossier. Moi, je pense que c'est un super montant, comme on l'a évoqué au début, mais c'est une super boîte. Ouais. Et c'était surtout une superbe équipe. Une superbe équipe au sein du groupe Octogone. Donc je pense qu'il y avait à la fois les repreneurs potentiels qui jouent leur partition, qui est quand même d'essayer de faire en sorte d'être choisi à un moment donné. Et d'un autre côté, j'ai peut-être, moi, été un peu naïf parce que j'avais quand même clairement indiqué dans les process de vente que je ne voulais pas mener un nouveau projet pendant 5 ans, que je pouvais rester, mais je me voyais rester entre 6 mois et 24 mois. Et je pense qu'à ce moment-là, la proposition que j'ai eue, ça a été une proposition finalement de faire quand même un petit peu sans moi. Ce qui a le mérite à la fois d'être clair et de se dire je rachète une boîte pas que pour son fondateur, donc ça... C'est tout à fait logique, ça a tout à fait du sens. Quand moi, je me sens plus chez moi, je dis que j'ai été naïf d'une certaine manière, puisque quand tu vends ta maison, forcément... Tu viens pas faire un barbecue tous les week-ends dans le jardin. C'est exactement ça. Donc tu peux pas décider de la décoration de la maison que tu as vendue 3 mois auparavant. Donc c'est somme toute assez logique. Je pense que je ne l'avais pas intégré au moment de la vente, ou peut-être à la différence de certains fondateurs qui vendent et qui passent à autre chose, ou qui restent parce qu'ils sont loqués par des systèmes de earn-out. Moi, j'en avais aucun. J'avais un management package que j'appelle pas tout à fait un earn-out,
parce que ça n'allait pas techniquement parlant, et en plus parce qu'il était assez faible par rapport au montant de la vente. Non, moi j'avais vraiment envie de poursuivre finalement une nouvelle aventure professionnelle qui était d'être, entre guillemets, une aventure de salarié dans un grand groupe. Mais avec cette dimension entrepreneuriale d'aller attraper le marché européen et de l'éclater. Exactement. Voilà. Et donc, très rapidement, tu t'en rends compte qu'il n'y a pas ce désir. Et en fait, je commence à me rendre compte, et encore une fois, hein, du côté de l'acquéreur, on ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises intentions de sa part, pas du tout. Moi, je commence en fait à comprendre que je ne vais pas m'épanouir dans ce cadre-là. Et je commence d'ailleurs à être un tout petit peu malheureux parce que je vois que je ne vais pas décider de grand-chose. Je vois que la mission va être difficile parce que j'ai un poste, mais dans lequel je n'ai pas vraiment une équipe. Je me rends compte aussi que ma présence... Tu as un poste sans équipe. J'ai un poste avec une petite équipe que je dois partager. Et je comprends que finalement, partager une équipe avec un directeur général qui est nouvellement arrivé peut poser problème. Et à ce moment-là, moi, en fait, je veux vraiment me mettre en retrait, c'est-à-dire je veux vraiment que la greffe prenne, je veux vraiment que mes collaborateurs soient intégrés. Et si ça doit se faire sans toi, tu l'acceptes. Exactement. Ouais. Et si ça doit se faire sans moi, ça doit se faire sans moi. Et si je dois me mettre en retrait, à ce moment-là, je pense qu'en fait, être en retrait est la meilleure chose qui puisse arriver en fait à ce groupe, puisque avec une nouvelle direction générale, les choses allaient sans doute être un petit peu compliquées. Et donc, à ce moment-là, je repense finalement à une discussion que j'avais eue avec un entrepreneur que j'avais contacté juste avant la vente et qui avait déjà vendu 2 sociétés et avec des earn-out à la clé et qui m'avait dit « Écoute Régis, moi je suis resté une fois 1 an et une fois 2 ans dans les entreprises que j'ai vendues et j'aurais jamais dû rester autant. » Et notamment la deuxième expérience où il me disait avoir été malheureux pendant quasiment 1 an. Ouais. Et il avait terminé en me disant « Régis, écoute, dès que tu sens que tu es malheureux, tu prends tes affaires et tu t'en vas. » Ce qui veut dire que dans la négo, il faut être prêt à accepter ce que tu as eu au moment du signing et potentiellement faire une croix sur le reste. Oui. Ou alors de faire un choix dès la négo, de prendre peut-être un peu moins, mais du cash tout de suite. Idéalement, il faudrait avoir 100% de cash tout de suite. C'est rarement possible. Mais je vois, moi, trop d'entrepreneurs qui restent pour les earn-out et qui sont, en effet, quand on parle de loquer, c'est pas que loquer juridiquement, mais ils sont loqués un petit peu dans leur tête. Mentalement, bien sûr. Et ils sont loqués dans leur liberté. Et ça, quand tu es entrepreneur, si tu deviens entrepreneur, c'est pour la liberté. Je fais juste des grands signes à toutes les équipes. C'est une fucking quote et on la garde. Est-ce que finalement, la réussite ultime de l'entrepreneur, c'est pas justement d'avoir créé une boîte, des actifs qui ont une valeur intrinsèque sans toi, c'est-à-dire que même quand tu n'es plus là, sans forcément le projet, mais simplement parce qu'elle est au moment où tu la vends, que cette valeur elle est perçue à ce point par l'acquéreur et que en fait une fois que l'entrepreneur met ses frustrations, parfois même son amour-propre un peu de côté, est-ce que finalement c'est pas ça la réussite totale, c'est de te dire en fait mon entreprise elle tourne sans moi, elle fonctionne sans moi, j'ai réussi à scaler à ce point que finalement là, pas là. Pardon. Non mais est-ce qu'on peut pas dire ça? Alors moi je suis pas un très bon exemple parce que j'avais pas un organigramme parfaitissime au moment de la vente. En revanche, j'avais une super équipe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que j'ai dit pendant toute la période des process. L'équipe. Au fur et à mesure des années, j'avais su bâtir une équipe vraiment de champions à l'intérieur. Ça avait mis du temps,
parce que j'avais des collaborateurs qui étaient là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans pour certains, mais j'avais vraiment une équipe extrêmement forte. Et cette équipe, pour moi, en fait, c'était le vrai actif de la société. C'est comme ça que je l'ai pitché. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup d'écoute sur cet argument-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pitché, c'est j'ai une équipe de folie et c'est un groupe superbe. Et il est superbe parce qu'à l'intérieur, pas uniquement on est sur un super business qui est l'éducation en ligne, mais parce que j'ai une équipe et avec cette équipe, en fait, il n'y aura pas de problème, on peut faire plein de choses puisque cette équipe, moi, elle m'a accompagné sur plusieurs activités, sur une activité d'agence, sur une activité d'organisme de formation brick and mortar, sur une activité de plateforme d'apprentissage et enfin sur une école de commerce en ligne. Et c'est toi qui l'as construite. Et c'est moi qui l'ai construite de A à Z et c'est moi qui l'ai recrutée de A à Z puisque jusqu'à la fin, j'aurais recruté individuellement à titre personnel 150 personnes moi-même. Tu vas donc décider de partir au bout de 6 mois et pas au bout de 24. Rapidement, c'est quoi la teneur de la discussion avec le repreneur ou avec le DG? Je ne sais pas avec qui tu discutes de ça de leur côté. Et en parallèle, l'annonce aux équipes. Avec le repreneur, je commence déjà à évoquer avec lui que je me sens pas super bien. Alors, je lui dis pas tout à ce moment-là parce que j'ai pas envie de l'embêter avec mes états d'âme. J'ai moi-même été entrepreneur et j'ai écouté beaucoup d'états d'âme. J'avais pas beaucoup envie de reproduire ça de mon côté. Et puis je commence à lui dire finalement que je vais partir, que j'aimerais partir et qu'il fallait qu'on discute ensemble du calendrier parce que j'étais à la fois pas pressé quand je lui annonce. Je pouvais partir du jour au lendemain et puis je pouvais rester encore 3 ou 6 mois si nécessaire. Et il ne te retient pas. Et il ne me retient pas, il comprend d'une certaine manière. Et lui aussi entrepreneur. Lui aussi entrepreneur et il le comprend aussi parce que je pense que si on ne m'avait pas mis de earn-out, il y avait sans doute une raison ou l'éventualité que je reste pendant très longtemps, je pense, hein, et c'est mon appréciation du truc. Je pense que pour lui, ça n'a pas été une vraie éventualité que je reste pendant très longtemps. Mais c'est peut-être, c'est souvent des discussions qu'on a, même d'ailleurs souvent off, mais de la clairvoyance de la part du repreneur, de questionner son choix de rachat aussi et de pouvoir le faire sans indépendamment des fondateurs ou des dirigeants, parce que on sait que souvent la greffe ne prend pas toujours parfaitement pour des bonnes et des fois des mauvaises raisons. Donc autant se dire, si on le fait, c'est qu'on peut le faire sans. Moi, j'avais vraiment à cœur que la greffe prenne. C'était extrêmement important pour moi. Sans doute parce que j'ai monté une société à partir de zéro pendant 20 ans. C'est assez long, donc c'est quand même un peu ton bébé, cette société. Et c'est un peu mon bébé parce que moi, j'ai jamais eu encore une fois en tête de la vente de cette société. Moi, je pensais encore une fois evergreen. Cette société, je la vendrai jamais. Et je la vendrai jamais notamment, parce que je la trouvais superbe. Et surtout parce que j'avais peur de l'ennui. Je me disais, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, ça a toujours été une sorte de peur pour moi, l'après. Juste avant qu'on aille sur l'après. Là, on aurait pu sauter là-dessus, mais... C'est une super transition. Ouais, mais j'ai un bout de ma question. Tu as beaucoup parlé de tes équipes. En plus, je vois l'heure passer, donc il faut quand même qu'on accélère. Mais tu as parlé de tes équipes à un moment, donc tu vas leur dire que tu pars. Si je sais pas quelles sont les réactions. En fait, mes équipes, elles avaient déjà compris qu'elles n'allaient plus me voir puisque je prenais un nouveau rôle dans l'entreprise. Et pour faciliter la transition vers un nouveau directeur général, on avait décidé de faire une transition extrêmement rapidement et on avait dit aux équipes, voilà, Régis quitte ce poste et maintenant, le directeur général va prendre la main. Et donc, je m'étais mis assez rapidement en retrait. Donc, pour beaucoup de collaborateurs, j'étais déjà parti. C'est-à-dire que j'allais de toute façon travailler sur un périmètre qui n'était pas le leur et par conséquent, ils avaient la possibilité de ne plus me voir. Ça, c'est sur le papier pour la majorité. Il y a certains historiques où j'imagine qu'il y a des relations
particulière sur, tu disais, certains sont là depuis 15 ans. C'est assez spécial parce que une fois que j'annonce mon envie de quitter, ça se fait pas tout de suite. C'est-à-dire j'attends pendant presque 3 semaines la validation de l'actionnaire pour entériner mon départ comme un good call. Et c'est une période qui n'est pas très sympa parce que je sais que je vais partir dans ma tête. Mais tu peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je peux même pas le dire à mes très très proches collaborateurs parce que j'ai pas envie potentiellement de déstabiliser l'entreprise à ce moment-là. Et donc c'est une période où j'attends beaucoup. Je peux rien dire et puis j'attends jusqu'au jour J où j'ai enfin la possibilité de partir et finalement ça se fait du jour au lendemain. Tu me donnes un go? Vas-y. Eh ben, on va parler du lendemain. Pharrell Williams, Freedom. La, la, la. Ça porte bien son nom, je crois, déceler comme ça par intuition pure le pourquoi du choix de cette chanson. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Elle est de lui à la base, celle-là? Je connaissais la reprise d'LJ, mais je savais pas qui était l'original. C'est Pharrell Williams au départ. Bonne question, je sais pas. Ok. Très sympa cette version que je connaissais pas. Sacha, tu voulais... Ouais, quand tu as passé plus de 20 ans à construire ton entreprise, que finalement tu pars assez rapidement, et même pas forcément avec sans heurts, mais assez brutalement, tu disais, la décision s'est prise, et puis du jour au lendemain, je suis parti. En tant qu'entrepreneur, tu es dans quelle disposition pour la suite? Tu te dis, tiens, je vais me reposer un peu, je prends le temps, je vais réfléchir, je vais construire un autre projet, sachant qu'en plus, tu mettais beaucoup potentiellement de cœur à continuer et à développer l'entreprise. Comment tu te positionnes à ce moment-là? Dans quel état tu es? À ce moment-là, je suis déjà très content, étonnamment, de partir parce que les dernières semaines avaient été des semaines d'attente, des semaines un petit peu de secret, de ne pas avoir la possibilité d'échanger sur un éventuel départ avec mes équipes. Donc, il y a vraiment un sentiment de libération et de liberté le jour où je pars, en fait. Et j'ai rien en tête. Et ça n'a duré que quelques semaines. Et ça a duré un peu plus que quelques semaines. Mais j'ai un vrai sentiment de... Je parlais pas du sentiment de liberté, je parlais du temps de Locke. De l'après... Ah, de Locke, pardon. Ouais. Je t'ai coupé, pardon. Non, rien, c'est pas grave. Donc, je pars avec rien en tête. Je pars avec l'idée de faire un break à durée indéterminée. Je pars pas frustré, je pars libéré parce que j'avais envie de passer à autre chose. Et je suis content finalement que cette étape de nouveauté arrive, c'est-à-dire l'étape où du jour au lendemain, tu n'as plus d'agenda, tu as 100% de liberté, tu n'as plus de charge mentale, tu n'as plus de responsabilité et tu fais ce que tu veux. Donc je suis très content finalement de quitter, c'est assez étonnant. La feuille blanche. Ça me parle. In fine, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu me dis tu nous as dit c'est pas mon tempérament, j'étais prêt à prendre ce temps, mais en fait pas tant que ça. Tu vas vite être rattrapé par les projets, par des journées plus occupées qu'on pourrait l'imaginer dans une phase de pause.
Alors, j'ai fait un break qui n'est pas un break total parce que je suis toujours resté un petit peu en activité d'une certaine manière, et notamment parce que j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur comment j'allais gérer ce nouveau patrimoine. Ouais. Donc cette partie-là m'a quand même occupé un petit moment. Justement, je trouve ça intéressant. On en parle avec certains invités. Est-ce que tu t'es dit, je mets tant dans la pierre, tant dans des startups, tant en réserve d'une manière ou d'une autre Tu l'as réfléchi comme ça, ton patrimoine ou Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai beaucoup échangé avec des banques privées, quelques family office, et au final j'ai rien trouvé qui me convenait complètement. J'ai tout mis sur mon compte courant. On n'est pas loin de ça à ce moment-là. On n'est pas loin de ça puisque je veux attendre de trouver finalement la solution qui va me convenir. Qui sera? Et cette solution, elle arrive presque par hasard. C'est June ou Alors non, non. C'est pas June Capital qui est le fonds d'investissement là que tu as lancé. Alors c'est pas ça. Alors c'est Aussi un début de June. C'est un début de June, mais ne trouvant pas mon bonheur dans des family office et ne sachant pas comment vraiment gérer cet argent, je commence à échanger avec un vieux copain de lycée, un vieil ami de lycée, avec qui j'avais un petit peu perdu de vue. Et ce copain de lycée, finalement, connaît très bien le sujet. Donc on commence à échanger là-dessus. Et au fur et à mesure de nos échanges, il me propose de monter mon propre single family office et de monter un fonds d'investissement qui serait un des véhicules de ce family office. Pour ceux qui ne touchent rien, qui ne bitent rien à ces sujets-là, fonds d'invest, family office. Le fonds d'investissement, c'est un moyen finalement de générer du patrimoine pour ton family office qui est ta société de gestion personnelle d'une certaine manière. Donc, tu peux investir dans des actions cotées et puis tu peux de l'autre côté créer un fonds d'investissement pour gérer toute la partie non cotée. Tous les family office ne créent pas leur fonds d'invest à côté. Si? Pas nécessairement, voilà. Non, pas nécessairement. Quand tu dis un ami d'enfance que j'avais pas revu depuis longtemps, qui connaissait très bien le sujet, en fait, quel sujet en fait? Parce que... Alors, très bien le sujet de la gestion de patrimoine, qui est un premier sujet, et très bien le sujet des fonds d'investissement. D'accord. Et troisièmement, qui connaît très bien le secteur de l'éducation et notamment le secteur de la tech. Donc finalement, je vais lancer avec lui mon single family office. Marc-Antoine. Non. Je cherche en même temps. Je vais monter avec lui mon family office. Enfin, il va surtout prendre la direction de ce family office et on va monter un fonds d'investissement. Mais je te parle de ça, c'est presque un projet puisque ça a été clôturé juridiquement et administrativement, il y a seulement quelques semaines. Donc c'est tout récent. Et l'option j'ai mal cherché. En fait, j'ai pas du tout tapé le bon June. Ah d'accord. Et l'option de recréer une boîte, recréer une start-up, une PME, reprendre une boîte, ça t'a traversé l'esprit en mode focus, parce que finalement, tu as fait ça pendant 20 ans. C'est pas tous les entrepreneurs qui montent une boîte et qui la développent pendant 20 ans. On reçoit des entrepreneurs assez régulièrement qui ont monté des boîtes, des histoires ont duré 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est quand même... Moi, ce que je me suis dit, c'est que mon chapitre professionnel d'être un manager très opérationnel, il est derrière moi. Donc c'était une superbe aventure, mais c'est derrière moi. Demain, ce qu'on veut faire d'ailleurs dans le cadre de ce fonds d'investissement, qui est donc un fonds d'investissement fermé et propriétaire, puisqu'on investit avec notre propre argent, c'est de se donner la possibilité justement et d'avoir la liberté d'investir dans des sujets qui nous parlent, qui nous plaisent. Et ça, ça peut être plein de choses complètement différentes, puisqu'on a déjà
investi récemment sur de l'amorçage. On fait un co-investissement depuis peu dans le secteur de l'éducation. Et on pourrait demain, pour répondre à ta question, reprendre une entreprise, mais la reprendre non pas en étant des opérationnels, mais en identifiant un manager qui est capable de la développer. Capable de la développer pour nous et ou avec nous. Donc ça, c'est un projet qui t'accapare une grande partie de ton temps. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions, d'autres projets? Tu parlais de la liberté là, qui t'était donnée à nouveau. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais pu faire et là, tu te dis, j'ai malgré tout peut-être un peu plus de temps à y allouer, et que ce soit pro ou perso, qui te tiennent à cœur? Sur un côté pro, ce nouveau fonds d'investissement que j'ai récemment créé, c'est vraiment, je vois ça comme justement la liberté de faire des choses différentes sans être complètement lié à un secteur d'activité, sans être lié à une typologie de secteur d'activité, même si forcément on a un focus et on est très sollicité sur le secteur de l'éducation et du digital parce que c'est de là où on vient. Mais pour moi, finalement, c'est ça la liberté, comme ça l'a été au début. La liberté, c'est de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est ce que je suis en train de faire d'un point de vue professionnel aussi. Et d'ailleurs, je quitte ce plateau. Et ce n'est pas ce que j'avais pu faire justement dans les derniers mois de ma présence dans le groupe. Donc, je retrouve une vraie liberté de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je le veux. Mais je le fais différemment cette fois. Je le fais en étant associé. Et je le fais sur un secteur qui est complètement nouveau, que je ne connais pas du tout et qui m'intéresse et qui me passionne d'autant plus. Donc c'est une sorte de retour en arrière finalement, puisque il y a 20 ans, j'ai créé une première activité dans le marketing digital. Cette activité, je la maîtrisais et je ne la connaissais pas très bien au début. Et il y avait une forte motivation à justement travailler sur un nouveau secteur, sur quelque chose que tu ne connais pas très bien. Les prochaines victoires, si je résume, ne seront pas fêtées seules. Normalement, non. Si on accepte de ne pas passer directement à l'objectif d'après, sur le sujet plus perso, il y a des envies là que tu as? Non, sur le sujet perso, j'ai fait ce que j'ai fait aussi sur le côté pro. Historiquement, moi, j'ai toujours été très, très frugal en fait. Mon entreprise qui était à 100% autofinancée, ça n'a jamais été une entreprise très, très dépensière, en fait. Et à titre personnel, je suis un petit peu comme ça. Pas grand-chose à changer au final. Je ne te parlais pas de craquage financier quand je parlais de ça. Voyage, mais tu as du temps, compétition sportive. Apprendre à faire à manger. Chacun sait... Si, forcément, ce qui a changé, c'est que j'ai pris plus de temps pour moi, j'ai pris plus de temps pour ma famille. Je t'ai pas demandé si tu avais des enfants. J'ai des enfants qui ont 8 et 10 ans, donc j'ai pris beaucoup plus de temps avec eux, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Donc mon rythme a changé, c'est pour ça que je dis que je ne redeviendrai plus un manager opérationnel. Je l'ai été, c'est super, mais maintenant j'ai envie de passer justement à autre chose et de travailler différemment et de travailler sur un nouveau sujet. Je le disais, les prochaines victoires ne seront pas fêtées seules. Il n'a pas vraiment fêté la cession de sa boîte, en tout cas de ce qu'on en a entendu. Et pourtant, il a bien voulu répondre à notre question. Okay. Sur quelle musique de fiesta tu as célébré le deal? Et donc, tu as quand même bien voulu faire un choix. Et c'est avec Jay-Z et Kanye West. Mais du coup, il faut nous mettre un peu dans le contexte. Alors, il y a quand même une fiesta. Il y a quand même une fiesta. Il y a une fiesta et la fiesta, en fait, elle n'est pas à la fin, elle est au début. Elle est au début puisque au moment où on s'apprête à signer, se profilent les 20 ans de l'entreprise, les 20 ans du groupe, et on avait déjà imaginé évidemment de faire une sacrée et une belle fête pour fêter ça. Et on a couplé les deux en fait. La célébration de la vente avec la célébration des 20 ans d'Octogone. Et donc, ça a été un moment particulier.
Particulier parce qu'évidemment, c'était les 20 ans, mais particulier parce que le repreneur, on avait invité également le repreneur. Et au-delà d'avoir été une superbe fiesta, on a fait ça, je ne sais pas si tu connais la Maison Bulle Pierre Cardin, qui se trouve à Théoul-sur-Mer, qui surplombe toute la baie de Cannes. Donc on avait loué cet endroit magnifique. On avait invité tous les collaborateurs, le repreneur, d'anciens collaborateurs, des partenaires. Donc on était environ 200. Donc ça a vraiment été une soirée assez inoubliable pour tout le monde. Et ça a été donc un moment extrêmement fort. Et extrêmement fort, parce qu'on a fait une belle fête, mais je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que l'entreprise était terminée, était vendue et que finalement plus rien ne serait jamais comme avant. Oh, c'est un message de belle fin. Belle fin, magnifique. La larme est là. Voilà. Régis, c'était un vrai bonheur de t'avoir, et pour l'aventure et pour la playlist. On se quitte donc en musique, et à vous tous qui êtes en plein sport. J'imagine que certains soufflent, parce qu'on a fait un peu plus long que d'habitude, je crois. Mais bravo, vous avez tenu. Rendez-vous au prochain... comment on appelle ça? Entraînement? Merci à toi. Training. Training, ok. Et ben on finit avec Nights in Paris, ok. Jay-Z, Kanye West, grâce à Régis Micheli. Merci.